Isabelle. Pour les jours de poudre jaune, je t'ai invité. On recommence, on prend les mêmes. Coucou Brigitte. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde. Isabelle, je t'ai invité. J'espère que ça va aller. Alors aujourd'hui, j'ai invité Isabelle Wodarczyk pour son superbe livre Les jours de poudre jaune aux éditions Bouche à oreille. Alors, super. Alors, j'ai eu très peur. Oui, tu m'entends du coup, ça fonctionne? Oui, c'est un peu lointain le son, peut-être de monter le son. D'accord, je suis au maximum pour le son. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout est OK pour ceux qui étaient connectés tout à l'heure et qui se sont déconnectés là? Il y a Brigitte, toujours fidèle au poste. Merci Brigitte. Bonjour Brigitte. Voilà. Donc je disais qu'aujourd'hui, je t'accueillais, Isabelle, pour ton superbe livre Les jours de poudre jaune aux éditions Bouche à oreille, qui moi a beaucoup parlé à mes émotions et à mon enfant intérieur, voilà, qui m'a vraiment profondément émue. Et quand on s'est vu à la comédie du livre, voilà, c'est l'émotion était montée. Alors, je voulais d'abord te présenter. Tout simplement pour ceux qui sont en ligne et qui sont connectés, pour qu'ils puissent te découvrir. Alors bonsoir Isabelle de la part de Brigitte. Oui, bonsoir. Alors Isabelle, donc je vais lire le parcours, ton petit parcours. Alors tu as passé une grande partie de ta vie à hanter les couloirs de l'université, en philosophie, en lettres et en russe. Tu as obtenu l'agrégation, tu as enseigné le français, le théâtre et l'amour des mots à des adolescents qui n'aimaient pas l'école. Et afin de faire justement progresser les élèves, tu as créé, tu t'es vraiment mis à leur niveau et tu as créé des histoires, des ateliers d'écriture pour enseigner autrement. Et c'est là que sont nés tes projets d'écriture. Et en 2009, tu prends la décision de quitter l'éducation nationale pour exercer à plein temps le métier d'autrice et de continuer à animer des ateliers. Alors, j'aimerais savoir, avant de continuer, comment ça se passe cette prise de décision? Alors, ça s'est fait assez naturellement. En fait, c'est un peu les hasards de la vie. Alors, concrètement, 2009, c'est l'année de naissance de mon fils. J'avais déjà un enfant, c'était mon second enfant. Et lorsque mon fils est né, c'était une époque où j'étais pleinement investie dans l'éducation nationale. Donc, j'enseignais, mais j'étais également prof de théâtre dans mon métier, toujours dans l'éducation nationale. Donc, dans mon collège, j'avais créé une classe théâtre qui m'a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. C'est-à-dire que j'enseignais à des enfants en difficulté par le théâtre, à des collégiens qui étaient en rupture scolaire. Je leur faisais pratiquer le théâtre et ça fonctionnait très bien. J'ai donc accouché de mon fils en juillet. J'étais en congé maternité quelques mois avant avec quelques problèmes de santé pendant ma grossesse, donc j'avais été un petit peu absente. Et à mon retour, j'ai découvert à mon plus grand étonnement et je dirais à ma plus grande stupéfaction que mon poste théâtre avait été supprimé par mon chef d'établissement. Okay. Et je trouvais ça tellement injuste après tant d'efforts pour justement créer une autre manière d'enseigner que comme j'écrivais déjà des histoires justement pour mes élèves, mais j'avais aussi terminé des histoires que je pouvais soumettre à des éditeurs, j'ai pas repris mon poste. Voilà, ça a commencé comme ça. En fait, j'y suis pas retournée. À l'époque, je terminais aussi ma thèse et donc j'étais aussi beaucoup prise à l'université et j'ai décidé de ne pas retourner au collège. Et finalement, j'y suis pas retournée depuis 14 ans. Voilà. D'accord. Et ta thèse, elle portait sur quoi? Alors, ma thèse, elle portait sur... alors, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Moi, je viens de philo à la base. Je n'entends pas très bien. D'accord. Dites-nous si vous entendez bien, Isabelle, s'il vous plaît. Faites-nous un petit retour écrit avec des pouces, parce que moi, j'entends très mal. D'accord, je peux parler plus fort. Sinon, j'ai mis à fond le son, donc je ne sais pas si je vois un petit micro, je peux peut-être régler là-dessus. Peut-être. Alors, j'appuie sur l'écran, je regarde. Je crois que c'est pour enlever le son. Il n'y a rien d'autre. Donc non, je ne peux pas changer le son. Désolée. Bon, ça va. Brigitte t'entend très bien, donc c'est OK.
Bon, super. L'idée, c'était, sur ta thèse, elle portait sur quoi? Voilà, donc je disais, je venais de philo, moi, et j'ai fait une thèse à la fois sur mes deux amours, donc le théâtre et la philosophie. Donc le théâtre de Molière, puisque ce qui m'anime, c'est beaucoup le XVIIe siècle, qui est mon siècle de prédilection, et sur, en gros, on va dire l'influence de Descartes ou du cartésianisme sur le théâtre de Molière. Voilà. Donc Ok. c'était une thèse à la fois de philo et de lettres. Waouh. Et puis, oui, non, mais en fait, j'ai fait ça un petit peu, enfin, par passion, j'adorais ça. Je vais descendre un peu voilà, ça sera mieux, je pense. Ouais. Et, mais aussi, finalement, la littérature jeunesse a pris le dessus un petit peu sur cette thèse. Donc, j'ai beaucoup plus écrit, écrit de livres jeunesse que travaillé studieusement à ma thèse, pour être D'accord. honnête. Voilà, ouais, ouais. Alors, Ouais, depuis, ça donc, pour continuer, donc, depuis, tu écris des livres pour enfants et adolescents. Moi, j'ai envie de te dire ça. Et tu essaies de faire, alors, ce que j'essaie de faire revivre des mots disparus, de donner à penser, de promener les enfants dans l'histoire. Et dans cet esprit, donc, tu as créé une collection des albums de l'histoire avec chez Oscar Édition, en proposant aux enfants une partie documentaire assez fouillée, nourrie de philosophie. Enfin, c'est vraiment, tu es vraiment aligné avec ce que tu aimes, quoi. Oui, bien sûr. Bah, en fait, finalement, les études que j'ai faites et mes passions, elles se sont toutes entrecroisées, elles se sont toutes réunies. Donc, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de livres, en effet, qui ont une vocation philosophique. Donc, j'avais même, pendant un moment, fait des livres de philosophie pour les enfants, beaucoup. J'écris aussi pour les adultes, en fait. Mais à chaque fois, c'est tout ce qui m'anime. Donc, là, à l'instant, j'ai parlé du fait de mon amour pour le XVIIe siècle. Et les fameux mots disparus, je les puise tout simplement dans le dictionnaire du XVIIe siècle qui s'appelle le dictionnaire Furetière. Et ce dictionnaire, forcément, la langue, elle évolue. Il regroupe des mots qui aujourd'hui ne sont plus employés et qui, pour moi, sont une grande source d'inspiration. Donc, je mène à la fois des ateliers avec ce dictionnaire, mais aussi, je m'amuse à prendre des mots dedans pour pouvoir écrire mes histoires. Donc, tout se rejoint. Est-ce que tu as un mot préféré dans ce dictionnaire? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Alors, il y en a un que j'adore, c'est le papier brouillard. Donc, le papier brouillard, c'est le titre du coup de mon blog, un blog que j'anime plus beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais le papier brouillard, c'est un papier qui est à la fois un papier brouillon, mais c'est aussi un papier sur lequel les mots disparaissent. Donc, un petit peu comme de l'encre sympathique. Voilà, c'est un papier brouillard. C'est beau, Il n'y a c'est plus très de mots. poétique. Oui, j'aime beaucoup, ouais, ouais, ouais. Alors j'ai beaucoup utilisé cette expression dans plusieurs romans, dans deux romans, un qui est plus pour les adultes et l'autre qui est plus pour les enfants, qui sont des romans qui sont sortis il y a déjà une bonne dizaine d'années, mais voilà, j'avais Oui, parce utilisé ces mots-là. que ça a commencé réellement, j'ai regardé ta biographie, tout a commencé réellement en 2012. À partir de cette date-là, tu t'es plus arrêté parce que là, j'ai recensé 48 albums, 24 romans, 8 documentaires, 8 livres audio et 3 divers. C'est quand même pas rien. Oui, il y en a beaucoup. En vrai, il y en a beaucoup. Ouais, ouais, Et ouais. moi, je suis admirative waouh, d'une telle force de travail, mais en même temps, comme c'est la passion qu'anime, c'est toujours du plaisir. Alors en fait, les premiers livres, ils sont sortis en 2011. Et oui, je pense que j'ai fait une centaine de livres audio et plus d'une centaine de livres papier, mais tout n'est pas sur les documents que tu as reçus parce que j'ai du mal à mettre les choses à jour. Mais oui, j'écris beaucoup en fait. Alors j'essaye en même temps de prendre le temps, évidemment, de choisir les mots et de laisser mûrir les projets, mais j'ai la chance d'écrire assez facilement et assez rapidement. Donc, en plus, maintenant, c'est mon métier à plein temps depuis 2011, parce que 2009, au début, j'écrivais, mais je ne vivais pas encore de ma plume. Et depuis 2011, par contre, je ne fais que ça. Et voilà, c'est mon métier à plein temps. Donc, en effet, je fourmille d'idées, d'envies, et je passe d'un livre à l'autre. Alors, quand j'écris des albums, c'est des textes assez courts, même si des fois, les albums me prennent plus de temps que les romans, paradoxalement. Mais oui, je passe assez rapidement d'un livre à l'autre. J'ai beaucoup écrit. Franchement, moi, je sais que j'aime beaucoup pour avoir vu tes livres sur tes stands à chaque fois qu'on s'est croisés sur des salons. Ouais. Voilà, c'est des beaux ouvrages. Moi, j'invite tout le monde à venir les découvrir. Et donc, c'est des livres d'ailleurs
été distingués, hein, qui ont eu plusieurs prix. Hein. Il y a eu Livre Ami, Lire et Lire, Gaïa en lecture, finaliste Renaudot des Benjamins quand même, du prix Centre mondial de la paix, et puis récemment pour La Petite Girafe, qui a remporté le concours BDP, c'est les parents des bébés. Oui, 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 c'était sympa ça. Alors c'est vrai que les prix, c'est pareil, je suis pas très organisée, donc je note pas trop. Mes livres sont souvent les poulies d'or quand même des prix. J'arrive souvent deuxième et pas première. J'en ai gagné quelques-uns. Alors le prix gagnant très souvent d'ailleurs, c'est rigolo. Et puis d'autres en effet, ouais, c'est sympa. Et pour la BDP, c'était une très belle expérience. Alors ça, c'est un concours. C'est pas vraiment un prix, c'est un concours qu'on a remporté avec Xavier. Donc Xavier Bronker, qui est une amie aussi et je dirais une compagne de route d'écriture parce qu'on a fait beaucoup de livres ensemble, on en a fait plusieurs. Et pour celui-ci, c'était une candidature. On a décidé de proposer ce projet qu'on a fait sur mesure pour ce concours, donc qui est la bibliothèque départementale de la Somme qui organise ça. Et le livre donc a été lauréat, notre projet a été lauréat, et il a du coup été offert à tous les enfants nés dans l'année dans la Somme. Et il y en a beaucoup dans la Somme, il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans l'heure. Et aussi à tous les orphelins. C'est très beau, c'est très poétique, ça, je trouve. Voilà, c'est un livre qui a été offert comme ça à plein d'enfants, donc c'est très très chouette. Et puis ensuite, il a eu une seconde vie parce qu'il a d'abord donc été publié par la Bibliothèque de la Somme. Et puis suite à ça, une autre maison d'édition a décidé de le republier lorsque le contrat se terminait avec la BDP. Voilà. Ah, c'est une belle aventure. Oui, c'est sympa, ouais, c'était très sympa. C'est chouette. On a eu d'autres expériences comme ça toutes les deux, mais c'est très très chouette. Bah, c'est vraiment super. Et j'aime bien parce qu'à un moment donné, tu dis j'écris des albums illustrés, exercices périlleux de funambule où j'aime me risquer à aller pour prêter ma plume à des illustrateurs passionnés. En quoi c'est un travail de périlleux et de funambule? Alors, l'écriture d'album, c'est pour moi l'écriture la plus périlleuse qui soit parce qu'elle est très proche de la poésie. Donc, quand on écrit un album, on se doit d'être humble. Donc, mon approche de l'album, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut laisser la place à l'illustrateur. C'est un texte qui est concis, donc qui est extrêmement court. On a très peu de place et en même temps, il faut susciter l'imaginaire. Il faut faire du narratif sur peu d'espace et laisser la place à l'illustrateur qui devra s'engouffrer dans ces quelques mots posés, mais ne pas simplement redire ce qui a été formulé par l'auteur, mais dépasser ce qui a été dit par l'auteur ou l'interpréter autrement. Ça veut dire que l'auteur doit en fait ouvrir des pistes, mais ne pas tout dire. Ça reste, il faut laisser de l'espace, il faut laisser de la place. Donc je trouve que c'est périlleux, c'est sur un fil. Il faut toujours être à la fois humble, à la fois concis, poétique. Enfin, il y a beaucoup de choses dans l'album. Pour moi, c'est le texte qui est le plus proche de la poésie, qui est le genre que je préfère personnellement écrire d'ailleurs et lire aussi. Et en même temps, qui demande, qui a des exigences plus grandes que le roman. Enfin, pour moi en tout cas, le roman, quand j'écris un roman, je suis totalement libre. J'écris ce qui me vient, comme ça me vient, j'ai de la place. On peut développer à foison. Alors évidemment, si on écrit sur commande, on a des impératifs, on a un nombre de caractères qui est par exemple imposé par chapitre éventuellement. Mais lorsque c'est pas une commande, en tout cas, on est vraiment libre d'écrire ce qu'on veut. Alors que l'album, en gros, un album, ça fait entre 2 et 4 000 signes, on va dire. Ça, c'est le plus courant. Après, il y a des albums atypiques. J'ai fait des albums qui, des fois, font 7 000 signes. Ça m'est arrivé. Des fois, des albums qui, à l'inverse, ne font que 1 000 signes. Ça peut arriver aussi. Mais globalement, voilà, quand on écrit un album, c'est un texte assez resserré et c'est un texte en même temps très puissant qui, voilà, qu'on peut lire de plein de façons. L'enfant peut le lire d'une façon, les parents peuvent le lire d'une autre. Enfin, il y a vraiment... voilà, je vois plus de contraintes dans l'album. Bien sûr, c'est une écriture à contraintes, mais paradoxalement, c'est une écriture justement à cause de ça qui est très libre. Voilà. Oui, parce que la contrainte booste la créativité. Oui, puis c'est vraiment passionnant parce qu'il faut, voilà, cette contrainte-là, ce cadre-là, et le fait de laisser la place à l'illustration. Enfin, moi, c'est un exercice que j'adore dans l'album. C'est vraiment, je me régale. Bon, c'est bien. Donc, longue vie aux albums. Hein. Oui. Ouais, alors, comment, j'ai envie de te poser cette question, parce que au départ, je voulais te dire comment on devient écrivain.
professionnel? Parce qu'au départ, on se lance sur la passion, mais après, quand c'est un métier, comment ça se passe? Alors, donc, pour devenir écrivain à temps plein, il faut quand même être un petit peu polyvalent. C'est-à-dire qu'il faut, parce que on va pas se mentir, les droits d'auteur étant ce qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire que la répartition des droits d'auteur dans le prix d'un livre, pour un album, elle est pour l'auteur environ 3%. C'est-à-dire environ 45 centimes, 50 centimes bruts sur un livre. Pour un roman, c'est un peu plus, on peut avoir jusqu'à 10% lorsqu'on a de bonnes conditions, mais en jeunesse, souvent, il y a des illustrateurs, donc on va avoir plutôt 5%. Voilà. Donc les montants sont assez faibles. Du coup, il faut quand même à la fois être capable de se diversifier. Donc quand on est auteur jeunesse, on intervient beaucoup aussi dans les écoles, Oui. on intervient dans les festivals. Alors moi, honnêtement, j'ai fait beaucoup d'interventions scolaires, énormément. J'en fais moins maintenant, par choix, parce que je préfère donner des spectacles aussi autour de mes livres. Donc Oui. c'est une autre activité, voilà, qui vient s'ajouter à mon activité littéraire, c'est-à-dire de lire dans des spectacles en musique mes propres textes sur scène, que ce soit dans des théâtres, dans des scènes diverses et variées, même dans des médiathèques, des fois aussi dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées. Et donc c'est une autre activité qui vient se coupler à celle d'auteur. Voilà. On ne peut pas vivre uniquement de ses droits d'auteur en ce moment en France, en tout cas à moins de faire un best-seller. Ce qui n'est pas mon cas, hein. Voilà, mes livres se vendent correctement, mais je vends jamais des millions de livres, donc forcément j'ai d'autres activités. Oui, d'ailleurs, tu fais ces fameuses lectures dont les jours de poudre jaune, qui est une lecture de 50 minutes, en duo avec le saxophoniste Pierre. Oui. Et moi, je vais suivre ton actualité parce que je pense que je vais venir le voir dès que j'ai l'occasion. Je m'habille en élève, hein, et je viens dans une école. On le donne aussi aux adultes, et là on l'a donné récemment Piano Tiroir à Balaruc-les-Bains, c'était pour des adultes, on le donne dans des théâtres, on le donne. Ouais. Voilà. On fait aussi des représentations scolaires, mais c'est pas la majorité d'ailleurs de nos représentations. Mais voilà, le plus souvent on les donne en médiathèque et dans des théâtres, surtout en médiathèque d'ailleurs. Surtout en médiathèque, parce que c'est quand même un livre, on en a discuté, qui fait son chemin de lui-même, et tu as été contacté par une élève qui le présente au bac de français. Oui. Alors il y a des enfants qui le présentent au brevet des collèges, et puis des plus grands, des adolescents, jeunes adultes qui le passent au bac, oui. Ouais, ça fait plaisir, hein. C'est sympa. Ouais, c'est un beau retour de cet ouvrage Ouais. qui est très. Alors pour moi, c'est de la poésie, hein. Et puis c'était un parti pris pour toi de mettre cette dimension poétique pour décrire tout ce qui concerne l'horreur et ce drame de la retirada, hein. Oui, bien sûr. Alors tout à l'heure, j'ai glissé que la poésie était le genre qui m'animait le plus. Donc c'est ce que je préfère lire, c'est ce que je préfère écrire. Et pour ce roman-là, je me suis offert le luxe de l'écrire entièrement comme un long poème. Donc c'est vraiment mon choix, et j'ai mis du temps à l'écrire. J'ai mis 3 ans et demi, donc ça a été un ouvrage qui m'a demandé beaucoup de travail. 3 ans et demi parce qu'il y a aussi une enquête, hein. C'est un livre enquête, c'est-à-dire qu'il m'a fallu retrouver les traces de mon héroïne qui a vécu la retirada, qui a aujourd'hui entre 95 et 97 ans, parce qu'on ne connaît pas exactement son âge, et qui est une femme magnifique, bouleversante. Je suis très heureuse d'avoir pu raconter son histoire. Le livre a d'abord été un spectacle avant d'être un roman, avant d'être un livre d'ailleurs, qui a en fait été commandé par Radio Clapas, et par la région, voilà, subventionné par la région, à la demande de Radio Clapas. C'était un spectacle donc en duo avec Pierre Diaz au saxophone, donc lui a entièrement composé la musique pour ce spectacle, qui est magnifique, que je trouve bouleversante personnellement. Et le texte a été écrit dans un premier temps. Il y a mon fils qui arrive à avoir une petite interruption. Donc le livre a été écrit dans un premier temps de manière incomplète. C'est uniquement pour le spectacle. Et ensuite j'ai... Ah, il y a mon fils, voilà. Et ensuite, j'ai écrit la suite pour le roman. Donc il y a d'abord eu la version spectacle et ensuite la version roman. Voilà. Donc le roman s'est étoffé au fur et à mesure, et le spectacle dure 52 minutes. Alors moi, ce que je voulais sur ce livre témoignage te poser comme question, tu
t'as tout ce travail d'enquête qui est fait, qui est long, enfin, et qui est délicat. Qu'est-ce que ça soulève, qu'est-ce que ça a soulevé chez toi comme émotion, le fait de traduire ça? Parce qu'en fait, ce livre, enfin, moi, alors, soit je suis sensible en ce moment, mais quand même, moi, je l'ai fermé, quand je l'ai lu, je t'ai envoyé un message en disant, mon Dieu, je suis en train de le dévorer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont les points de vue des personnages. C'est-à-dire que tu écris un coup c'est Antonio, un coup c'est Paquita, un coup c'est Alexandre. Et il y a tous ces points de vue différents avec les angles d'attaque un peu différents pour traiter du même sujet. Et tout en douceur, c'est moi vraiment, enfin j'ai adoré, hein. Merci. Alors, c'est un roman, en fait, la forme, elle s'est imposée à moi. C'était pas un parti pris de départ. Donc, concrètement, c'est un roman polyphonique, en effet, parce que lorsque j'ai écrit, je viens de l'expliquer, j'ai d'abord commencé par la version spectacle où je racontais uniquement le point de vue de mon héroïne, donc Paquita. J'avais mené une enquête donc de plusieurs mois déjà à ce moment-là pour retrouver les endroits dans lesquels mon héroïne avait été internée, puisque c'est l'histoire de la Retirada, donc c'est une femme qui a été internée dans des camps de concentration multiples. Elle a été séparée de sa famille et j'ai donc d'abord mené cette enquête autour de sa vie à elle. Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçue que justement, comme elle avait été séparée de ses parents, séparée de ses deux sœurs, en définitive, elle ignorait totalement ce que le reste de la famille avait fait pendant qu'elle-même était dans ces camps. Tout d'abord dans ce premier camp. Elle est restée un peu à Argelès, mais elle n'est pas restée longtemps. Et ensuite, elle est restée très longtemps dans un autre camp. Et en m'apercevant de ça, je me suis dit, il faut absolument que je trouve ce qui s'est passé pour le reste des membres de la famille. Donc, j'ai décidé d'en faire un roman polyphonique, c'est-à-dire de mener l'enquête sur le reste des troupes. Et en faisant des recherches aux archives, j'ai retrouvé ainsi ce que Antonio avait vécu, ce qu'Alexandrine avait vécu, et ce que sa mère aussi, Francisca, qui s'appelle comme mon héroïne, avait vécu. Ouais. C'est-à-dire que du coup, l'écriture polyphonique, elle s'est imposée à moi en m'apercevant que chacun avait fait des efforts pour retrouver l'autre, et que c'était un effort colossal, mais inconnu des uns et des autres. C'est-à-dire que mon héroïne, elle ignorait totalement que ses parents avaient essayé de la retrouver finalement. Sa petite sœur, elle ignorait totalement ce qu'elle-même avait vécu. Donc, en m'apercevant de ça, j'ai voulu faire un puzzle avec un effet presque de suspense, c'est-à-dire qu'en passant d'un personnage à l'autre, comme ça, on s'entre-croise. Voilà, on voit ce que chacun fait finalement pour retrouver Paquita et qu'est-ce qu'il advient des autres qui finalement vivent des choses tout aussi bouleversantes. Donc le roman polyphonique, c'est vraiment c'est imposé en fait. C'était pas du tout le projet de départ. Au début, c'était un roman à la première personne du point de vue de Paquita. Voilà. Oui. Donc la forme, elle est venue tout de suite. Et moi, ce qui m'a, en tout cas personnellement, hein, moi, ce qui m'a, bouleversée, c'est de me dire, on la retrouve, mais tous les gens qui ont vécu ça, toutes ces familles qui ont été déchirées, des enfants qu'on n'a peut-être jamais retrouvés, et ça fait prendre conscience aussi de l'ampleur et du côté un peu de tous ces gens, 410 personnes, qui sont séparés, déchirés et voire exécutés. Hein. Certains, ça se passait pas super bien. Il y en a qui ont été renvoyés en Espagne. Ça a été terrible, quoi. Oui, alors en fait, la guerre d'Espagne, j'avais travaillé dessus un petit peu avant. Alors c'est un sujet inépuisable en vrai, hein. C'est un sujet passionnant qui est d'une très grande richesse. En fait, quand j'ai commencé ce livre, je venais de terminer un autre livre sur la guerre d'Espagne qui était à l'adresse des enfants, qui s'adressait donc aux 9-12 ans, qui était plutôt un documentaire et qui traitait de la retirada des enfants. Donc j'avais déjà un peu suivi le parcours de plusieurs enfants. J'avais interviewé des réfugiés espagnols devenus aujourd'hui octogénaires en gros et qui avaient vécu
vécu la retirada exactement comme mon héroïne Paquita. Et c'est à ce moment-là que j'ai inséré d'ailleurs le témoignage de Paquita dans ce premier opus. Donc l'histoire de la retirada, elle est bouleversante, elle est extrêmement vaste. Et en enquêtant sur Paquita, j'ai rencontré d'autres témoins, d'autres réfugiés qui sont toujours en vie. Alors il y en a, je pense notamment à l'une d'entre elles qui a une histoire aussi bouleversante et magnifique et qui était internée dans un camp avec Paquita lorsqu'elle avait 10 ans, lorsqu'elle a été séparée de sa famille, donc à Audincourt. Et lorsque j'ai retrouvé le nom du camp dans lequel elle était internée, j'ai identifié les 52 autres enfants qui étaient avec elle, et parmi lesquels spécifiquement une femme qui aujourd'hui vit au Texas, qui a à peu près le même âge de Paquita, elle est un tout petit peu plus jeune qu'elle. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai réussi, avec Pierre Diaz, on a réussi à les réunir toutes les deux par Skype. C'est génial. Voilà. Et donc, elles se sont parlé, alors que ces femmes-là, en fait, il y a de ça finalement plus de 80 ans, ont été internées enfants dans un même camp, à même la paille, à même le sol, avec, dans une grange avec 50 autres enfants. Ouais. Et elles se sont racontées leurs propres ressentis aujourd'hui. Et c'est terrible de voir tout ce que ces enfants ont vécu. Et beaucoup d'entre eux sont encore en vie, alors qu'ils ont une vie extrêmement dure. Donc, c'était vraiment, c'était magnifique. C'est un des aspects que j'ai beaucoup aimé en écrivant ce livre, c'est toute l'enquête historique qui va avec, donc à la fois aux archives, ouais, mais aussi de témoignages, d'enregistrements, de recueils de témoignages. Et cette histoire-là, elle a continué parce que le frère de cette femme dont je suis en train de parler, qui s'appelle Madame Saragossa, et son frère, donc, qui est un tout petit peu plus jeune qu'elle, eh bien, est parti vivre, donc ils viennent dans le Posta, comme mon héroïne. Hein. Ils ont vécu, donc la famille a été frappée par la retirada de manière assez violente. Et lui a décidé de poursuivre ce travail que moi j'ai initialisé. Donc je lui ai donné, bien sûr, il a lu le livre et puis je lui ai communiqué les éléments d'archives dont il avait besoin. Et il a poursuivi ce travail et il le poursuit encore aujourd'hui aux archives d'Amposta et il est prévu qu'un hommage soit rendu à ces 52 enfants qui étaient tombés dans l'oubli de cet exil. C'est super, c'est vraiment c'est une très très belle histoire et en fait oui parce que moi ce que j'avais noté, donc ils partent d'Amposta, ils arrivent à Argelès et c'est finalement ce qui est décrit c'est l'horreur de la plage où ils sont dans le froid, où ils sont accueillis. Est-ce qu'on peut parler d'accueil? Je sais pas. Et puis il y a le camion où on prend les enfants, puisque au départ ça part d'une bonne intention finalement de sauver les enfants, mais avec la Croix-Rouge. Et puis finalement ils les abattent et puis tout le monde se perd. Et alors ce qui est, moi j'avais une question. Est-ce que puisque quand même c'est grâce à lui qu'on retrouve, c'est un personnage qui fait passer, mais qui est déterminant dans le destin finalement de Paquita, de pouvoir retrouver ses parents. Oui. Alors c'est très troublant pour moi en tant qu'écrivain parce que l'histoire de Juan, en fait, donc je suis partie du témoignage de Paquita, qui a évoqué ce jeune homme qui était interné avec elle dans ce camp, qui lui repart en Espagne. Comme bon nombre d'enfants sont repartis d'ailleurs, certains volontairement et d'autres moins volontairement. Parce que lui, c'est volontairement, hein. Oui, lui repart volontairement. Il lègue avant de partir la poignée de terre. Oui, qu'il avait ramassé en postant en partant. Oui. Et donc ce garçon qui est un peu plus vieux qu'elle, qui est d'ailleurs le plus vieux des enfants d'Amposta qui sont internés à Audincourt, parce que j'ai la liste des 52 enfants, et bien ce jeune homme, lorsqu'il repart, fait en sorte en effet que Paquita soit par la suite sauvée. Donc c'est grâce à lui. Ce qui est fou, c'est que Paquita, elle nous parle de lui. Au début, elle en parle un peu, mais finalement, ce jeune homme, au départ, dans son propos, il n'a pas véritablement un rôle central. Et je sens dans son discours, je sens qu'en fait, ce jeune homme est très important. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment une intuition d'écrivain. Et du coup, je le lui dis. Je lui dis, moi, dans le roman Paquita, ce jeune homme, je lui ai donné un rôle important. Et en fait, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit était en fait conforme à la réalité. C'est-à-dire qu'elle avait une profonde affection pour ce jeune homme. Mais elle ne l'avait pas formulé comme ça, à la fois parce que c'est quelqu'un
de très pudique. C'est quelqu'un aussi, par respect pour son mari aussi, peut-être ne voulait pas confier cet élan qu'elle avait pour ce jeune homme. Mais elle avait 11 ans, il avait 15 ans. Voilà, mais quand même, on sent qu'il y a cette pudeur-là. Et pourtant, ce garçon-là, en vrai, l'a profondément marqué. Enfin, c'est en effet quelqu'un qui a eu un rôle Il la énorme. protège, hein. Il la protège quand même enfin, C'est ce que je dis, quand hein. ils sont en errance, ils sont déjà, ils se rendent compte que la place leur laisse, hein, et ils se retrouvent, et donc il est avec elle parce que et puis après, moi, ce que je trouve fou, c'est quand, parce qu'il y a des parents qui se retrouvent finalement pareil à Bourg-en-Bresse, Oui, tout à fait. voilà. Oui. Et à un moment donné, ils laissent une de leurs enfants, enfin, puisque le père est pas là, en fait, ils l'ont fait repartir le père, hein. C'est affreux parce qu'il laisse la gosse comme ça dans un, voilà, qui reste parce qu'il y a est malade. Donc la mère part à l'hôpital et cette enfant, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pour elle. C'est Alexandrine, hein, qui reste toute seule. Alors, Alexandrine reste toute seule et c'est Manolita qui, malheureusement, ne survit pas. Ne Alors, en survit pas fait, à sa blessure. voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est vraiment, ça, c'est le résultat de l'enquête, justement, qu'on a pu mener aux archives, c'est-à-dire de comprendre comment. Alors, il y a eu plusieurs énigmes hein, qui se sont posées parce que lorsque je trouve la liste des personnes qui sont internées dans le camp, alors en l'occurrence de Vona qui est à côté de Bourg-en-Bresse, donc là où sa famille était, sans Paquita, j'ai sur cette liste, je vois que toute sa famille y est et je vois des dates de départ, des dates de retour. Alors je vois que Paquita revient à un moment, retrouve sa famille du coup, Ouais. mais je vois aussi qu'il y a des départs antérieurs et des retours. Et là, c'est véritablement une énigme parce que je ne comprends pas pourquoi le père d'un coup repart 15 jours après son arrivée et pourquoi il abandonne sa femme et ses enfants. Ensuite, je vois sur cette fameuse liste que la mère, elle, va à l'hôpital avec sa plus jeune fille et donc laisse toute seule sa cadette, sachant qu'elle était déjà séparée de son aîné, donc de mon héroïne. Et tout ça est vraiment très énigmatique. Et il m'a fallu en fait chercher, d'abord comprendre que HV sur ma fameuse liste, ça voulait dire homme valide, et remarquer que tous les HV de ma liste du camp avaient été renvoyés, enfin en tout cas disparaissaient le 21 février de la liste. Et ensuite, en cherchant dans la presse locale de l'époque, je me suis rendu compte que tous les hommes valides, tout simplement, avaient été expulsés à la demande des Français et aussi à la demande de Franco pour être jugés, c'est-à-dire, soyons clairs, fusillés ou internés, Oui. enfermés hein, en Espagne. Donc, ce sont des républicains espagnols qui sont renvoyés à la demande des autorités françaises, ou en tout cas avec la complicité des autorités françaises, en Espagne, et dont le père de Paquita. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, le père de Paquita, il est censé retourner au pays, il est condamné à mort, il sait que sa fille aînée a disparu, il ignore totalement où, il sait que sa femme et sa plus jeune fille sont hospitalisées et que sa plus jeune fille est en très mauvaise posture, et en fait, il va, je ne sais comment, s'échapper il va s'échapper en fait de la prison qui lui était normalement destinée et se retrouve à Bram. Et là, avec une force, je ne sais pas du tout comment il a fait, mais par pirouette, j'ai un document au dos duquel il écrit le prénom de sa plus jeune fille, Manolita, et il arrive à négocier manifestement avec ses geôliers le fait de sortir du camp de Bram pour retourner dans l'Ain, et il arrive le jour de la mort de sa fille. Donc, Ouais. si vous voulez, si tu veux, pardon, le roman est encore plus est moins romanesque que la réalité, parce que ça, j'en parle même pas. Mais c'est incroyable. La réalité est incroyable. Cet homme-là, il brave. Je ne sais absolument pas comment il retraverse le sud de la France pour retourner à Bourg-en-Bresse le jour de la mort de sa fille. Et Paquita, elle arrive au même moment. C'est-à-dire qu'elle revient 2 jours après, elle rejoint sa famille. Donc tout ça, ça converge, d'où le roman polyphonique. Voilà. C'est pour ça. Et ce qui est fou, c'est le rôle que va jouer Monsieur Ducré, parce que c'est le père qui rencontre Monsieur Ducré et qui Oui. va, Bah, ça, qui va les aider en fait. ouais. Alors, il rencontre cet homme, ils font une rencontre assez exceptionnelle avec un homme manifestement qui était sensible à la cause des républicains espagnols, ce qui n'est pas le cas de la majorité des Français Oui, quand bien même à sûr. l'époque. On peut le dire, ils sont expulsés, que quand même Daladier n'a pas été forcément favorable à l'accueil des réfugiés espagnols en France. Hein. Et là, il rencontre cet homme qui est cheminot,
et qui est un homme empli d'humanité et qui va venir en aide à cette famille et qui va sauver Paquita. Il va traverser du coup une partie de la France en train pour aller la chercher alors qu'il ne la connaît pas et il va la ramener à sa famille. Paquita aujourd'hui sur sa table de chevet, elle a des photos, elle a quelques photos de famille et en fait elle a une photo de ce monsieur qu'elle appelle Papa Ducré et Papa Ducré c'est vraiment son père d'adoption et elle lui parle, il est là près d'elle et c'est essentiel pour elle. Cet homme-là vraiment c'est son bienfaiteur, c'est l'homme qui lui a sauvé la vie et c'est devenu son père d'adoption. Mais en plus, et c'est très bien retranscrit dans le livre, enfin, c'est lui qui va, enfin, c'est lui et sa femme qui vont lui permettre de se reconstruire de ce traumatisme. Oui, et puis je pense que parce que bon, l'histoire de Paquita, elle est quand même extrêmement complexe. On est dans l'Espagne, dans une Espagne extrêmement conservatrice. Sa mère, à elle, est issue d'une famille catholique, Ouais. une famille catholique et qui est hostile évidemment à la cause des républicains. Cette femme, sa mère, rencontre un jeune homme. Elle est toute jeune. Manifestement, elle a 15 ans quand elle le rencontre. Ce jeune homme qui, lui, est républicain anarchiste. Elle s'entiche de cet homme profondément. Elle tombe follement amoureuse de lui. Et elle tombe enceinte. Elle accouche de Paquita. Elle a 16 ans. Oui, Sauf que... ce qui est dingue, c'est que en fait, il fallait pas que ça se sache. En fait, ça a déterminé le rapport qu'elle a avec ses parents et son père et sa mère, puisqu'elle est, faut qu'elle soit silencieuse et effacée. Exactement. Et c'est cette injonction-là qui est restée ensuite. C'est quelqu'un qui fait pas de vagues. Elle, à la fois, elle affirme clairement ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, mais c'est quelqu'un qui, elle est profondément discrète. Elle veut pas faire de vagues, elle veut pas déranger. Elle est comme ça, elle dit rien. Donc, elle reste dans ce silence, dans ce mutisme encore aujourd'hui par rapport si elle a mal quelque part, elle va pas le dire. Enfin, il y a quelque chose de qui est encore là, présent aujourd'hui. Et du coup, juste pour revenir à ta remarque précédente, ces rapports avec ses parents, du coup, si on retrace ce qui s'est passé, il y a d'abord ces 2 années cachées où il ne faut pas exister parce qu'elle est conçue hors mariage et que c'est une honte terrible pour sa mère. Et puis sa mère qui est mise à l'écart de sa famille, qui vit en cachette, presque dans une forme d'exil, même si localement elle reste présente, elle habite toujours au même endroit, mais cachée. Elle n'a pas le droit de se montrer, ni de montrer cet enfant. Enfin, c'est vraiment une honte terrible. Et ensuite arrive la guerre d'Espagne, quand elle a 6 ans. Donc, en définitive, son père, elle ne le voit pas. Son père, il est engagé au combat, elle est extrêmement jeune. Et de l'amour paternel, elle n'en reçoit pas. Il n'y a rien. Et quand arrive ce monsieur Ducré, c'est le père qu'elle n'a jamais eu, en fait. Mais même de sa mère, parce que pour sa mère, bon, elle envoie quand même, hein, sa mère aussi, quand à un moment donné, avant d'arriver, ils sont dans les montagnes, je crois qu'ils sont vers le bout, où le père laisse un mot, il repart. C'est de l'abandon, quoi. Enfin, il y a ça. Elle perd quand même un orteil par le froid, parce que tout s'est chauffé, et elle fait tout pour que les gamines tout ce qu'elle peut, mais en même temps, comment arriver à donner de l'amour à ses enfants quand tu es dans une telle situation et où tu sais pas où tu vas, ou enfin, voilà. Et, et en même temps, elle est profondément amoureuse de son mari, puisque à un moment donné, et ce que je trouve vraiment remarquable, c'est de l'avoir souligné, c'est que même encore, je pense que dans toutes les guerres, c'est comme ça, c'est que ça se déchire au sein de même de la famille. C'est-à-dire que à un moment donné, ils sont encore en posta, mais il va tuer un membre de sa famille à elle, et elle dit rien, quoi. C'est faux. C'est chaud quand même. Oui, alors Paquita, elle en parle beaucoup plus aujourd'hui, maintenant que le livre est sorti. Enfin, d'ailleurs, elle n'en parlait pas du tout avant, donc elle en parle vraiment aujourd'hui. Et surtout, elle parle beaucoup de ça en ce moment. Elle parle beaucoup de cet amour inconditionnel que sa mère avait pour son père. Et aujourd'hui, elle exprime pour la première fois la colère qu'elle ressent vis-à-vis de son père. Parce que son père, il a privilégié son engagement, il a privilégié son idéal, et il a fait tout passer avant sa famille. Donc en fait,
il aurait pu sacrifier ses 3 enfants et sa femme pour son idéal. Et pour Paquita, ce qui est terrible, c'est que cet homme-là, c'est un héros. C'est un héros parce que c'est un résistant, c'est un homme qui s'est engagé dans la guerre d'Espagne, c'est un homme qui a combattu auprès des brigades internationales, c'est un homme qui ensuite s'est engagé très très tôt, dès 1940, dans la résistance française, Oui. qui est admirable, qui en plus a joué un rôle prépondérant localement, donc à Châtillon-sur-Chalaronne, etc., dans toute cette section du maquis de l'Ain, qui était un maquis en plus très réputé, donc c'est vraiment quelqu'un qui a mené des batailles très fortes. Et bien cet homme-là, qui est un héros pour nous tous, qui est un homme d'un profond engagement, d'un grand humanisme, il aurait pu faire tuer ses enfants pour son combat. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, par exemple, dans leur domicile, même en France, pendant la résistance, pendant la guerre, ils ont caché des résistants. Ils se sont occupés des parachutages. Donc ils ont reçu des armes très régulièrement dans leur jardin, etc. Et c'est à chaque fois, la mère, en fait, elle a assuré le quotidien, elle s'est occupée des enfants, de la maison, mais aussi des parachutages, mais aussi de cacher les résistants. Et elle dit, C'est normal. Paquita, elle dit, Je cache les armes sous le placard, tout va bien. Et puis les enfants, s'ils tombent dessus, bon, on verra bien. elle a tout géré. Et en fait, Paquita, aujourd'hui, dit l'héroïne, c'est elle. C'est pas Antonio. La véritable héroïne, c'est ma mère. Alors, elle en parle comme d'une sainte, parce que pour elle, cette femme, elle était en plus, semble-t-il, d'abord, elle portait un amour inconditionnel à son mari, à toute épreuve. Et ensuite, c'est quelqu'un qui ne portait jamais aucun jugement sur les autres. A priori, c'était une femme d'une très grande éthique, d'une très grande morale. Et Paquita a beaucoup, beaucoup d'admiration pour sa mère. Et elle est en colère après son père. Elle est en colère après son père. Alors, pour la première de couverture, on en avait parlé et je t'avais posé la question qui l'a fait, comment elle s'est fait, pourquoi ce choix. Donc, tu m'as dit c'est un choix volontairement assumé et fort. Quid de ce portrait de la première de couverture? Alors, donc là, cette couverture, en fait, elle est réalisée en peinture. C'est un portrait qui a été réalisé par Ajnalka Serchati, qui est ma grande complice. Donc derrière moi, on aperçoit là. Voilà, ça doit être là ce qu'on voit. Voilà, donc ça par exemple, c'est une toile d'Ajnalka. Il y en a beaucoup d'autres chez moi. Donc Ajnalka, c'est une illustratrice, une peintre, une graphiste qui vit en Hongrie, qui fait un travail remarquable, qui est une personne admirable, voilà, que j'aime beaucoup, tout simplement. Ouais, voilà. Et à qui j'écris tous les jours depuis 12 ans. Donc on est vraiment dans un rapport de grande proximité au niveau du travail, et puis on échange surtout. Elle habite en Hongrie dans un petit village, donc on se voit pas souvent. On s'est rencontrés une seule fois physiquement sur un salon pendant quelques jours autour d'un livre qu'on a fait il y a une bonne dizaine d'années maintenant ensemble. Okay. Et lorsque s'est posée la question de la couverture, on avait un portrait qui était un portrait de Paquita qui avait été pris lorsqu'elle était justement au moment de la fin de la guerre d'Espagne, au moment de cet internement en France. Ce portrait, il est celui de la couverture qu'on voit, c'est-à-dire un visage extrêmement triste, des yeux fermés. Voilà, toute la souffrance en fait dans ce regard-là. Et en même temps, à la fois, enfin, je dirais pas éteint, mais il y a quelque chose qui est brisé de l'enfance. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Alors, j'ai trouvé ça très fort. Il était impossible d'utiliser la photo telle qu'elle était parce qu'elle était en piètre état. Ça aurait donné une couverture terne et imparfaite. Et donc, Ajnalka a décidé de la repeindre, de la peindre d'après, à partir de la photo. Voilà. Et comme elle est très douée, très honnêtement, la représentation est parfaite. Hein, la photo est parfaitement reproduite, peinte, avec encore plus, je dirais, de force que dans la photo initiale. On aperçoit au dos, alors ça a été un choix, le pont qu'on aperçoit en arrière-plan, c'est un pont qui est emblématique d'Amposta. À Amposta, il y a ce très grand pont qui traverse l'Èbre et qui a justement été détruit pendant la guerre, qui est un pont qui est resté célèbre pour ça, c'est un très grand pont. Oui. Donc on a choisi de situer localement l'image. Voilà. J'en parle au début de ce pont parce qu'il se passe beaucoup de choses autour de ce pont. Et du coup, je suis allée voir sur Google Maps, je suis allée zoomer, je suis allée chercher, regarder un petit peu pour voir déjà où se trouvait Amposta, pour voir le chemin parcouru
parce que c'est à pied, quoi. Enfin, c'est pas à vélo. Alors au départ, il y a la charrette avec l'âne, etc. Mais ça part vite et ça fait penser à toute, comme les Français qui ont vécu l'exode en 1942, 45, tout ça. Et c'est pour ça que je me dis, mais enfin, comment on peut rejeter voilà, ça pose question parce que même encore aujourd'hui, la question de l'exode, elle y est encore, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui reste d'actualité à travers les guerres et à travers tout ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Ah bah oui, mais c'est terrible. Après, c'est sûr que alors bon, pour les républicains espagnols, ou même pour les Espagnols d'ailleurs, qui n'étaient pas tous républicains, mais qui ont dû fuir l'Espagne, qui étaient plus ou moins engagés, pour certains moins que d'autres, hein, c'est des familles entières. On estime à plus de 500 000 personnes, les personnes qui ont franchi la frontière. Il y a tous ceux qui sont partis par bateau en Amérique du Sud, il y a tous ceux qui ont été accueillis par le RSS aussi. Il y en a quand même pas mal, hein, donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Il y en a qui ont été au Mexique. Enfin bon, il y a toutes ces fraternités-là qui ont joué. Et en France, en effet, l'accueil a été en grande partie déplorable. Je dis bien en grande partie parce qu'il ne faut pas généraliser. Il y a aussi des élans de solidarité de ci, de là. Hein. Même dans les Pyrénées, il y a eu quand même des personnes qui se sont investies. Mais globalement, l'accueil a été en effet consternant. Alors, moi, c'est un thème qui me touche beaucoup. J'avais écrit aussi un ouvrage sur un jeune Érythréen il y a peu de temps. Il est sorti pendant le Covid. C'est un ouvrage dont je trouve les illustrations magnifiques qui s'appelle Gazelle, qui est un album très proche du roman graphique et qui s'adresse à la fois aux adolescents et aux adultes et qui raconte l'histoire d'un jeune Érythréen que j'ai découvert fortuitement en lisant le journal. Donc c'était une coupure du monde et dans cette coupure, on relatait que comme bien souvent, un bateau avait traversé la Méditerranée avec des réfugiés, que comme bien souvent, ce bateau avait sombré et que ces réfugiés étaient morts en cours de route. Comme ça arrive, je dirais presque quotidiennement. Il faut savoir qu'en Érythrée, quand on a 16 ans, on est obligé de faire un service militaire à vie. Hein, donc forcément, la veille de ces 16 ans, beaucoup de jeunes gens essayent de quitter leur pays. L'Érythrée, c'est le pays au monde où on a le moins de droits. Hein, c'est un pays totalement liberticide, pire que la Corée du Nord. Hein, c'est dans l'échelle des dictatures, l'Érythrée à la palme. Et c'est un tout petit pays dans lequel il y a très peu de monde, mais énormément forcément de personnes qui tentent de s'exiler. Et mon jeune homme, là, parmi tant d'autres, il traverse la Méditerranée et sa particularité, c'est que lorsqu'il est mort et lorsque les sauveteurs l'ont retrouvé, il était en train d'écrire un poème à la jeune femme dont il était amoureux et qu'il allait rejoindre et qu'il appelait sa gazelle. Et c'est donc ce poème que j'ai terminé à sa place, qui est ce livre, qui fait l'objet de ce livre, Gazelle. Voilà. C'était un autre livre sur l'histoire d'un exilé, comme plein d'autres. C'est vraiment très, très beau et j'imagine que les illustrations. Tu as un livre là Alors, il faudrait que tu me lèves et que j'aille le chercher. Je fais ça ou pas? Moi, je peux, hein. Bah, oui, ça. Pourquoi pas Allez. Pour 10 secondes. Allez, 5 secondes, j'arrive. Donc on attend du jour de poudre jaune. Voilà. Donc, il est là. Je ne sais pas si on le voit. Donc ça, c'est Gazelle. Ouais. Alors, l'illustrateur qui s'appelle Juan Bernabéu est catalan, justement, par rapport au jour de poudre jaune. On est toujours en Catalogne. C'est un illustrateur qui fait beaucoup de BD. Et ce livre-là est illustré comme un roman graphique. Voilà. Ah, c'est super. Alors, le texte est très poétique et très elliptique, donc il y a très peu de texte. Voilà, et c'est tout en... Ça donne ce genre de choses. C'est très, très beau. Hein. Ouais, il est magnifique, sincèrement. Les illustrations sont vraiment très rouges. Il y a quelque chose des terres rouges d'Afrique dedans, justement, comme des terres rouges d'Espagne. Et la gazelle elle-même, je finis par ça. Voilà. Ah, donc il a, je sais pas si ça rend bien comme ça, mais il a choisi, j'ai trouvé ça magnifique parce qu'il a choisi de la rendre de manière extrêmement symbolique, comme une ode à la liberté, et c'était mon choix dans le texte. Donc j'ai trouvé, j'étais très contente parce
que ça a interprété pleinement ce que j'avais voulu transmettre. C'est vraiment un bel ouvrage. Et justement, sur le titre, Les jours de poudre jaune, donc on va pas dire pourquoi, mais on l'apprend dans le livre. Et Oui. c'est, à un moment donné, parce que je me suis posé la question des jours de poudre jaune. Moi, je pensais aux armes, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est... Alors, tu te dis, Et non. ça a à voir avec l'hygiène. Oui, alors je ne sais pas si je révèle l'origine du titre, hein, je peux expliquer le pourquoi. Donc en tout cas, lorsqu'on parle avec des réfugiés espagnols, c'est quelque chose qui revient souvent à cause des cuves de poudre jaune. Et en fait, tout simplement, je vais l'expliquer, hein, les réfugiés espagnols, évidemment, arrivaient en France en piètre état après ces longs jours de marche et puis ces jours passés dans la paille ou passés sur la plage à Argelès, et ils étaient très nombreux à attraper la gale. Et comme ils étaient galeux, à leur arrivée dans les camps, on les plongeait dans des grandes cuves de poudre jaune, qui sentaient pas bon, évidemment, c'était du soufre. Et on leur coupait les cheveux. Enfin, c'était, y avait, d'ailleurs, la mère de Paquita, en fait, leur fait des nattes. Elle essaye de préserver ça, parce que c'est l'identité. Oui, sauf qu'en fait, arriver dans les camps, alors par exemple, pas Paquita d'ailleurs, alors elle est marrante parce qu'elle s'en vante presque. Moi, on m'a pas rasé la tête. Ouais, ouais. Par contre, sa cadette, oui, sa cadette, elle s'est fait raser les cheveux dans un autre camp. Il faut imaginer qu'au niveau des camps, parce qu'on ne mesure pas totalement en France, même si ce sont des camps ensuite qui ont été réemployés juste après, hein, parce que la guerre d'Espagne se termine en 39. Il faut rappeler que on enchaîne avec la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il y a une jonction, il y a un moment où les deux, les camps vont être employés pour les deux raisons. C'est-à-dire que le dernier camp que Paquita fréquente avec sa famille, c'est le camp qui se trouve à Oyonnax. Je ne sais pas si on dit Oyonnax ou Oyonnax. Et en fait, dans ce camp-là, on parque les Espagnols, on est en septembre 39, et on va très bientôt les envoyer à Mauthausen. Donc c'est quand même, c'est-à-dire que ces camps-là, qui sont des camps d'internement français, ce sont les camps qui vont servir de camps de déportation vers des camps d'extermination ou des camps d'extermination allemands, voilà, ou polonais, enfin voilà, nazis en tout cas. Oui, donc il y a vraiment c'est une horreur en fait de se dire que. Alors il y a le mémorial aussi de Rivesaltes. Oui. Donc, il fait un gros travail. Oui. Alors là, c'est un des endroits où la famille de Paquita n'a pas été. Donc, si je résume, eux, vraiment, le nombre de camps qu'ils ont fait, et c'est malheureusement représentatif des réfugiés espagnols, hein, c'est pas du tout ils n'ont pas un palmarès spécifique, c'est malheureusement vraiment représentatif, oui. Donc on a le camp d'Argelès, le papa de Paquita est aussi passé par le camp de Bram. Ils ont été internés, donc elle, au camp d'Audincourt, qui est un camp totalement méconnu, parce qu'on appelle ça camp, mais en fait c'est une grange qui sert d'internement. C'est pas véritablement un camp au sens où on l'entend, n'empêche que ce sont des structures qui vont être parfois réemployées en tout cas pour certaines d'entre elles, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont internés dans une autre grange qui est un camp aussi de réfugiés à Vonas, dans l'Ain, puis ensuite à Oyonnax. Enfin bon, quand même, c'est beaucoup d'endroits pour une même famille en peu de temps. Hein. Alors aujourd'hui, elle vit où, Paquita ? Alors, Paquita, elle habite à Montagnac. Elle était encore autonome jusque l'année dernière. Et puis, l'année dernière, elle a fait une mauvaise chute qui fait qu'elle est paralysée d'un bras. Donc, elle est déséquilibrée. Et elle nous a beaucoup étonnés parce que l'année dernière, elle a demandé, il y a très peu de temps, en fait, elle a demandé à partir vivre dans une maison de retraite, donc à Montagnac. Donc, elle est à l'EHPAD de Montagnac. D'accord. Où elle se plaît bien, en fait. Tous les soignants ont lu son histoire. Le livre est lu par tous les résidents. Voilà, elle raconte. C'est top. Bon. Et ben, en tout cas, moi, la question, c'est, on arrive sur la fin de ce live et vraiment, je te remercie encore infiniment de ce travail. Cet ouvrage, témoignage, poésie, moi j'ai été vraiment très très émue tout le long du livre et je prendrai des claques comme ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on le trouve ? Alors, ce livre-là, on peut le commander dans toutes les librairies de France et de Navarre, même
toutes les librairies, même Belgique, etc. Et puis, il est aussi possible, alors il est présent dans certaines librairies qui l'ont en stock. Alors, il n'est pas diffusé nationalement, donc il y a certaines librairies qui ont aimé le livre et qui ont choisi de l'avoir en stock. Il y a toute une petite liste. Et sinon, il est également sur le site de Babouche à Oreille, donc l'éditeur. On peut le commander en ligne. On peut aussi l'acheter sur les librairies en ligne classiques. Voilà. Est-ce qu'il existe en numérique? Oui, tout à fait. Alors en numérique, il existe à la fois sous une forme numérique classique et en même temps en tant que livre audio avec la musique de Pierre. Oui. Alors sous la forme audio, je crois qu'il dure 3h40 quand même. Et c'est très très beau parce que Pierre a composé une musique différente du spectacle pour la lecture, enfin pour le livre audio. Voilà. Donc là, il est disponible pour les compagnies. Là, j'étais alors Babouche à Oreille. Sur Google Babouche à Oreille et vous pouvez commander le livre, sinon en librairie. Et moi, j'avais une question, est-ce que ce livre ne pourrait pas faire l'objet d'un film? Alors ça, c'est alors les questions d'adaptation audiovisuelle, c'est toujours très compliqué, c'est les hasards de la vie. Moi, j'ai jamais de livre qui a été pour l'instant adapté. C'est arrivé à certains de mes camarades, c'est vraiment les hasards d'un coup de cœur, d'un producteur. Voilà, j'ai pas de piste vers ça en tout cas pour l'instant, mais on verra peut-être. Je pense que vraiment ça mériterait au-delà de tout ce qui est déjà fait, les spectacles, etc. Visuellement, parce que visuellement, oui, bah il est très visuel, ouais. Bah, j'écris beaucoup comme ça, j'aime bien. Donc oui, il est très visuel, il s'y prêterait en effet. Après voilà, c'est pour l'instant, on n'a pas eu de proposition en tout cas dans ce sens-là, mais c'est long, hein, tout ce qui est adaptation du visuel. Voilà, le roman là, il n'est pas non plus si vieux, on verra. Il chemine, en tout cas, on est content, il vient d'être réimprimé, donc ça c'est une deuxième édition. Ça fait plaisir déjà, c'est super parce qu'il a pas c'est un livre qui n'a pas de diffuseur national, encore une fois. Donc à la fois il est publié par Babouche à Oreille, mais en même temps il se vend de bouche à oreille. Ouais. On est très heureux parce que voilà, c'est ça, et on est très heureux parce que la presse nous a accordé de très beaux articles, à la fois dans l'Ain, à la fois dans l'Hérault, et puis la presse professionnelle a beaucoup aimé ce livre, que ce soit les revues des bibliothécaires belges, les revues des bibliothécaires suisses, les revues même madrilènes et de Catalogne, et puis la BNF, la Bibliothèque nationale française, qui a beaucoup aimé ce roman, donc ça fait plaisir. Bon, en tout cas, je suis ravie. Donc, pour connaître ton actualité, l'actualité des lectures publiques, Babouche à Oreille aussi. Oui, voilà, après j'ai un site, alors en ce moment je suis en train de le refaire parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas mis à jour, donc sur Babouche à Oreille, il y a l'essentiel, on a tendance à pas mettre à jour non plus. Par contre sur notre Facebook, on note à peu près les actualités, on va dire, et puis sinon sur mon site isabelle.vlodarzik.com, qui en ce moment, en effet, a quelques années de retard. Voilà. L'essentiel, voilà, on peut pas être partout, hein. Non, c'est ça, voilà. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à oublier de mettre ça à jour, en effet. Voilà. Mais par contre, sur Facebook, globalement, on met les actualités, oui. Bon, en tout cas, moi, voilà, je tenais à te remercier, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis au fur et à mesure du live, et je remercie aussi toutes celles qui le verront en replay, puisque l'objectif de ces lives, c'est qu'on puisse les voir en replay et voilà, de parler de ce processus d'écriture, de témoigner de ce processus d'écriture et de voir toutes les émotions que ça a pu susciter chez toi aussi au fur et à mesure de l'écriture. J'imagine que ça a dû te bouleverser. Oui, alors moi c'est un roman que, alors après je suis un peu étrange moi quand j'écris parce que je suis vraiment dans mes livres. Déjà j'écris en musique beaucoup. Alors là, c'était très très fort et puis j'entends un peu mes personnages en fait. J'ai tendance à vraiment vivre avec eux et j'ai beaucoup pleuré pendant l'écriture de ce livre. C'est un livre, vraiment l'histoire de Paquita, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et il y a des livres comme ça qui me bouleversent et celui-ci en fait vraiment partie. Oui. Donc tout s'explique. C'est pour ça que j'ai eu les larmes aux yeux tout le long du livre. Oui. Voilà. Voilà.
Mais merci en tout cas. Et voilà, moi j'ai jamais parlé devant mon téléphone, donc c'est la première fois. C'était un peu déstabilisant, mais, mais merci beaucoup pour cette belle expérience et puis aussi pour ta lecture de ce roman qui m'est particulièrement cher. Ouais. Bon, merci à toi, merci beaucoup, merci à tout le monde. Et à très bientôt, on se retrouvera, je pense, tout bientôt, parce qu'il y a... Oui, merci beaucoup. À Au revoir. bientôt, au revoir. Au revoir.